Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Académicien français, vous défendez sous la coupole la sauvegarde de la langue française. Romancier, vous menez d'autres combats, à commencer par le retour sous les projecteurs d'un homme qui a mis bien des écrivains en lumière. Bonjour Frédéric Vitoux. Bonjour. Alors, on va vous redécouvrir, car vous étiez déjà venu dans les clés d'une vie, mais au début. Donc là, j'ai trouvé d'autres dates sur votre parcours d'écrivain et d'académicien. Et on évoquera aussi La mort du procureur impérial, votre dernier livre chez Grasset, qui est un livre historique et ancien et moderne. On expliquera pourquoi. Alors, le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est d'évoquer des dates clés d'un invité. La première date que j'ai trouvée, c'est le 25 septembre 1988, un prix à Nancy, le livre de la place, qui sont des journées littéraires. Cette année-là, en plus, l'Académie Goncourt est présente, car elle confie à la ville de Nancy toutes ses archives, y compris celles des académiciens, et vous êtes récompensé pour un livre. Vous en souvenez ? Très bien. Je crois que c'était le grand prix, le prix de la biographie de Exactement. Pour mon ouvrage La vie de Céline. Exactement. Et c'est un prix prestigieux. C'était un moment émouvant. C'était un moment très émouvant pour un livre important pour moi, parce que c'était au fond la conclusion, je dirais, de 15 à 20 ans de travaux sur Céline, a commencé d'abord par une thèse de doctorat, et c'était un livre auquel je tenais beaucoup à cœur. Et l'accueil critique de ce livre et public m'a comblé, puisque j'ai eu en effet le concours de la biographie, après le Femina Essai, après le Grand Prix de la critique de l'Académie française pour le même livre, qui était exceptionnel. Je n'en revenais pas. Et je me souviens très bien d'un déjeuner avec les membres de l'Académie Goncourt. Et je crois que c'était François Nourricier qui m'avait dit je dois vous dire, Frédéric Vitoux, que ce prix vous a été remis à l'unanimité. Et j'étais surpris parce qu'en face de moi, il y avait un homme tout à fait remarquable qui était André Stille, enfin tout à fait important, qui était directeur de l'Humanité. Et je lui dis, mais vous avez voté pour moi ? Un peu surpris. Et il me dit, oui, entre nous, Céline, c'est le plus grand. Alors que j'avais eu pour mes premiers livres sur Céline des insultes de l'Humanité, que l'Humanité avait, pour des raisons qu'on peut comprendre, bien sûr, mais avait cessé d'insulter Céline, même jusqu'à sa mort, où il avait demandé le renvoi d'un journaliste de la télévision française qui avait osé dire que Céline était morte la veille. Donc c'est un souvenir très important pour moi. Alors, il se trouve que Voyage au bout de la nuit s'est paru le 15 octobre 1932. Le livre a manqué de 2 voiles Goncourt, qu'il a été traduit en 37 langues, et que ça a été la grande découverte de vos jeunes années, Frédéric Vitoux. Je pense que oui. Il y a beaucoup de livres qui vous marquent et qui vous frappent et qui vous émerveillent. Et je crois qu'il y a très peu de livres dont on peut dire qu'on n'est pas le même avant et après la lecture. Et le choc que j'ai éprouvé à 17 ans et demi, je ne sais plus exactement le mois près, bien sûr, la lecture de Voyage au bout de la nuit, ça m'a mis un tel coup que ça m'a fait voir un peu après le monde différemment, la littérature différemment, bien entendu, mais plus encore une sorte de vision crépusculaire, tragique du monde, traversée par des éclairs de tendresse parfois. Ça a été, pour moi, peut-être avec Guerre et paix de Tolstoï ou Crime et châtiment de Dostoïevski pour d'autres raisons, l'un des chocs littéraires qui m'a profondément ébranlé. Oui, ce livre, vous l'avez découvert dans la bibliothèque familiale ? Oui, je l'avais découvert de la bibliothèque familiale. C'est très curieux parce que 2 ans avant, j'avais ouvert par hasard un livre qui s'appelait D'un château l'autre de Céline. Je l'avais lu, enfin plutôt j'avais commencé à le lire et je n'y comprenais rien. Rien à cette écriture complètement éclatée, morcelée en shrapnel d'émotions, si je puis dire, en éclat d'émotions. Un sujet que j'ignorais, je trouvais tomber sur des mots comme Sigmaringen, je savais même pas ce que ça voulait dire et j'ai arrêté complètement la lecture. Ma bibliothèque familiale, c'était la bibliothèque de mon grand-père d'abord, puis de mon père. Et mon père était âgé, fatigué, ne me donnait pas de conseils. Je prenais au hasard, comme ça, les livres. Et ensuite, la lecture de Voyage au bout de la nuit, le choc. Alors, il se trouve en plus que vous avez décidé de faire votre thèse de doctorat de 3e cycle, mais trouver un professeur qui accepte ce genre de sujet, à l'époque, c'était pas simple. C'était pas simple du tout, et je vais vous dire, ça va être amusant d'ailleurs, c'est que quand j'ai pensé qu'il serait pas mal de faire un doctorat 3e cycle pour Céline, tout simplement parce que Céline était mort 6-7 ans avant, et il restait encore le grand maudit, le grand interdit en tout cas de l'université. Et finalement,
j'ai déniché un professeur par un ami qui m'a dit va le voir. Il s'appelait Jean Levaillant et il enseignait à Nanterre. Et c'était en mars 1968. Qui était amusant, un mois ou deux avant l'éclatement des événements de mai 68. Et cet homme était tout à fait charmant, m'a dit, écoutez, je ne connais rien à Céline, je n'ai jamais travaillé Céline, aucun de mes confrères n'a travaillé sur Céline, je veux bien que vous fassiez une thèse, ne comptez pas sur moi pour vous aider, simplement tenez-moi au courant de quelle orientation vous faites. Il m'a donné qu'un seul conseil, mais qui était assez pressant celui-là, il m'a dit, voyez, Céline a écrit 2 grands romans, ça il le savait, Voyage au bout de la nuit en 1932, vous venez de le rappeler, et Mort à crédit en 1936. Après, il y a les fameux pamphlets antisémites très, très violents et très insoutenables. Et puis la guerre, donc, allez, on peut pas, n'en parlons pas, restons-en je dirais, au bon Céline d'avant l'antisémitisme, si je puis dire, donc travailler essentiellement sur les 2 premiers romans, c'est ce que j'ai fait. Alors, il se trouve aussi que ce livre, cette thèse, pardon, vous l'avez écrite dans un appartement qui est dans un quartier de Paris que Léo Ferré a chanté. L'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité. Léo Ferré qui hurlait contre tout. Alors, il parle de l'île Saint-Louis alors qu'il a vécu pendant des années dans un fort en Bretagne, sur une autre île. Et c'est vrai que ce quartier, c'est celui où vous avez grandi quelques jours après votre naissance, car vous n'êtes pas né à Paris, Frédéric Vitoux. Non, les hasards de l'histoire. C'était, moi, je suis né le 19 août 1944. À l'époque, une période un peu inquiète où on se demandait Paris allait-il brûler, etc. Et ma mère, avec mes 2 frères aînés, nous a accepté l'invitation d'amis qui habitaient dans la forêt d'Orléans, un petit rendez-vous de chasse. Et pensant que ce serait plus calme. Et là, je suis né, et c'est curieux parce que je suis né un 19 août à 2h du matin, 5 heures avant l'armée allemande évacuait. Je suis né dans la nuit. Le matin, les troupes de Patton américaines arrivaient. Et je suis né là, mais je suis arrivé à Paris, en fait, 10 jours après. Voilà. Et il se trouve que vous êtes dans un quartier où Georges Moustaki a vécu. Il a eu le coup de foudre pour ce quartier. Il connaissait tout le monde. Il avait un appartement. Il y a une plaque devant l'immeuble aujourd'hui avec des guitares par dizaines. C'était assez étonnant. Oui, vous parlez, ça m'émeut que vous parliez de Moustaki parce que c'était un ami intime, presque un frère. Et dans l'appartement que j'occupe où mon père a vécu et où mon père est né en 1906, dans cet appartement, je me souviens d'un dimanche, vous parlez de Moustaki, il était au piano, il a commencé à travailler des accords d'une chanson qu'il a créée là, en partie, qui s'appelait Les Mères Juives, qui est une de ses dernières chansons. Donc Moustaki, comme Henri Dutilleux, le grand compositeur dit classique, c'était des amis très proches. Oui. Alors il se trouve que cet appartement, votre père y est revenu 4 ans après votre naissance. Oui, parce que mon père avait été, dès son mariage d'ailleurs, en 1933-34, il travaillait au Petit Parisien, qui était un grand quotidien populaire de la presse, et après la débâcle, l'armistice, après qu'il était démobilisé, après avoir fait la guerre, il a continué à travailler au Petit Parisien, qui était un journal qui de facto était un journal qui travaillait sous le contrôle de la censure allemande, puisque c'était en zone occupée. Et mon père a été arrêté à la Libération. Et un peu, je dirais pas par ma faute, mais un peu. Pourquoi ? Simplement parce que mon père était resté à Paris, pensant que rien ne lui arriverait, parce que son dossier était pratiquement inexistant, à part le fait qu'il ait travaillé dans un journal qui travaillait sous le contrôle de la censure allemande. Et il a voulu me voir dans ce petit village. On lui a dit n'y allez pas parce que le curé était plutôt du village, était dans la résistance, le maire était FTP, donc résistance communiste. Vous risquez d'être dénoncé. Il a voulu quand même faire le voyage pour voir le petit garçon, tout petit, le bébé que j'étais, qui avait 3-4 jours. Et là, aussitôt qu'il est arrivé, il y a eu des indiscrétions. Et le lendemain, il est arrivé un soir, le lendemain matin, il était arrêté. Oui. Et il a été arrêté, et puis il a été libéré en 47. Oui, il a dit qu'il avait passé 4 ans en pension aux frais de l'État. Exactement, vous savez, vraiment, bravo pour être si bien renseigné. Mon père, qui était un homme pudique, n'a jamais voulu évoquer ses années de détention, personnellement, jamais se plaindre. Simplement, c'était sa boutade. Quand j'étais en pension aux frais du gouvernement, c'était sa manière à lui d'éviter le sujet et de ne surtout pas larmoyer sur son sort. Voilà. Il se trouve que le Petit Parisien, c'est l'ancêtre du Parisien d'aujourd'hui, et la plus grosse vente de son histoire, on ne le sait pas, c'est une idée géniale, ils ont publié le plan du parcours à suivre le jour des obsèques de Victor Hugo. Ah oui, ça a été mais toute la France a acheté le Petit Parisien.
Ben, bravo, je l'ignorais, merci. Alors, il se trouve aussi que quand vous avez décidé de devenir écrivain, vos parents ont dit « Oui, mais tu vas raconter notre vie ». Ils ont eu peur. Ils me l'ont jamais dit explicitement, mais mes parents étaient des gens très pudiques, très réservés. Et quand j'ai commencé à écrire, mon père, d'abord, m'a dit une chose qui m'a profondément agacé à ce moment-là, parce qu'il ne cessait de le répéter. Mon père qui avait un côté rêveur, château en Espagne et tout. Dès mon premier livre, il m'a dit « Quand tu seras à l'Académie française, ce qui ne saurait tarder », et je trouvais ça pas drôle du tout, parce que c'était comme on dit à un gamin qui s'engage dans l'armée, quand tu seras maréchal de France, ça revenait à peu près à ça à mes yeux. Et mon père et ma mère, en effet, étant des gens pudiques, je me suis dit que aucun livre, même s'il est nécessaire, ne justifie de faire de la peine à quelqu'un, surtout à des gens que j'aimais, comme mes parents. Donc, en effet, pour écrire des livres plus personnels, j'ai attendu la mort de mes parents. Mon père est mort en 1995, ma mère 3 ans plus tard. Et j'ai attendu l'année 2000 pour publier le premier livre assez personnel qui évoquait mon père aussi et ses années de détention, qui est un livre qui s'appelait L'ami de mon père. Et puis, vous avez eu d'autres activités entre-temps, et on va les évoquer à travers une autre date, le 9 mai 1966. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Vitoux. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Vitoux. Nous parlerons tout à l'heure de La mort du procureur impérial, un livre étonnant que vous publiez chez Grasset. Et on en revient à votre parcours de romancier, d'académicien, et pas seulement, car le 9 mai 66 est projeté au Festival de Cannes, dans l'Ancien Palais, des extraits d'un film qui s'appelle Massacre pour une orgie, réalisé par Jean-Pierre Bastide. Et je crois que vous êtes l'assistant de ce film sur le générique. Oui, enfin, si on peut dire. Je cherchais absolument à trouver des petits boulots pour gagner un peu d'argent. Et ma femme, qui n'était pas encore ma femme d'ailleurs, c'était fiancée, enfin on était assez proches l'un de l'autre, avait un ami qui s'appelait Henri Lange, dont la sœur Monique Lange était elle-même un auteur chez Gallimard, qui a été... dont la fille avait comme parrain Faulkner, ce qui me semblait remarquable. Et Henri Lange était une sorte d'aventurier du cinéma, et il s'était mis à faire à produire des films pornographiques hallucinants, bricolés comme ça. Il m'avait dit, est-ce que tu veux être assistant? Alors je sais pas si j'étais le premier assistant ou le deuxième assistant, mais en effet je m'étais retrouvé dans le tournage de ce film extravagant. Et vraiment, voilà, donc j'ai pas lieu d'en être fier, mais en même temps, moi qui avais une passion pour le cinéma, vraiment une passion pour le cinéma, qui avait préparé l'école des l'IDEC, j'avais travaillé sur ce film avec des acteurs même assez connus à l'époque. Enfin, je ne citerai pas les noms, mais peu importe. Oui, c'était un souvenir amusé. Voilà. C'était un film qui était un film policier érotique. Et je crois que sur les marches de Cannes, ils ont fait scandale parce qu'ils ont simulé un meurtre avec un homme qui s'enfonçait des aiguilles à tricoter dans le bras. Écoutez, je me souviens pas, j'étais pas à Cannes, donc je me souviens absolument pas. Je crois qu'il avait été signé par un garçon, vous avez cité son nom, Jean-Pierre Bastide, mais je crois qu'il avait signé le film sous le nom de Jean-Loup Godard. Exactement. Ça, je me souviens de ça. C'est ça. On pensait à Jean-Luc Godard, bien entendu, mais pas seulement. Évidemment. Mais c'est vrai que le cinéma, et d'ailleurs le film a été tourné au Luxembourg pour échapper aux lois françaises de la censure. Il avait été tourné à Paris. Je me souviens très bien d'une scène comme ça un peu érotique qui avait été tournée au Georges V. Vous avez loué 3 chambres du Georges V pour tourner ces trucs. C'était hallucinant d'amateurisme. Les gens se prenaient pas au sérieux et s'amusaient assez dans ce film. Voilà, mais j'en ai pas gardé de grands souvenirs. Sinon, quelques vagues réminiscences. Je me souviens qu'une fois, le metteur en scène je crois que c'était souffrant, il n'a pas pu venir. J'avais donc dirigé 3 plans du film, en choisissant l'angle, de caméra et tout ça. C'est un souvenir. J'avoue, je n'en suis pas fier, mais j'en ai pas honte non plus. Ça fait partie de ma carrière, même si ça ne figure pas. Il faut bien que vous soyez à ce point curieux, et j'allais dire dans le bon sens du terme fouineur, pour dénicher ce film dont je me souvenais même plus de la date. Voilà. Alors il se trouve aussi que vous avez failli faire l'IDEC, l'école du cinéma. Voilà. C'est assez étonnant parce que c'était pas votre parcours au départ. J'ai eu toujours, mon parcours il était très zigzagant parce que quand j'étais lycéen, mon père s'était mis dans la tête que j'étais le matheux de la famille. Donc j'ai fait ma TLM, j'ai été en préparation des classes de mathématiques supérieures.
Puis à un moment donné, un jour, au bout de 3 mois ou 6 mois, je me souviens plus de cours, je me suis pas réveillé un matin et j'ai dit si c'est un signe, je laisse tomber, je suis pas assez bon en maths, même si je suis plutôt bon en physique, j'arrête. Je veux faire du cinéma. Et j'ai dit à mon père, j'étais sûr qu'ils allaient hurler. Ben non, j'ai arrêté maths sup et je veux faire du cinéma. Et à ce moment-là, j'ai pensé préparer une classe préparatoire au lycée Voltaire, qui était une classe formidable pour préparer le concours de l'IDEC. Et le professeur que mes parents avaient vu a dit, mais qu'il fasse d'abord en même temps une licence de lettres. Et voilà. Alors c'est ce que j'ai fait. Et c'était pour rentrer en classe de réalisation, il y avait que 5 places et je me souviens, on était au moins 300 à concourir. Il y a eu un écrit et il n'y en restait plus que 10, ce qui était un énorme écrémage. J'avais été donc admissible à l'oral et je me souviendrai toute ma vie parce que à l'oral, je tire une feuille au papier, on avait 5 minutes pour répondre à une question. Pour préparer la réponse, la question c'était si Gutenberg avait trouvé le cinéma au lieu de l'imprimerie, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Alors j'ai eu une première réponse immédiate et je l'ai pas dit et j'ai eu tort parce que c'est ça qu'ils attendaient. Alors je me suis embarqué dans des trucs théoriques sur la peinture, sur ce qu'il n'y aurait pas eu, ce qu'il n'y aurait pas eu. Et en fait, la première réponse que j'avais eu envie de dire, et c'était probablement celle-là qu'ils attendaient, c'était aucune importance si Gutenberg avait trouvé le cinéma, à ce moment-là, Louis Lumière trouvait l'imprimerie, et tout serait rentré dans l'ordre, quoi. C'était une réponse comme ça qu'ils attendaient. Et pour voir, au fond, peut-être pour voir la manière dont, dans un cas d'improbable, comment on peut réagir très vite. Voilà, réagir très vite. Et j'ai pas été reçu, et ça vaut mieux, parce que au fond de moi-même, j'étais trop solitaire, trop individualiste, trop anxieux pour pouvoir probablement assumer un rôle de metteur en scène avec tous les aléas que suppose un tournage. Mais vous avez quand même écrit non pas pour le cinéma, mais pour la télévision, notamment avec ce feuilleton. Sans famille, en 2 épisodes, réalisés par Jean-Daniel Verhaeghe, et vous êtes l'auteur du scénario et des dialogues, une adaptation libre, je crois. C'est une adaptation très libre, en effet, parce que le rôle principal était tenu par Pierre Richard, qui faisait le rôle du vagabond qui emmène le petit garçon sur les routes. Mais quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte qu'au fond, cet épisode-là ne fait à peine un tiers du livre, un quart du livre, qu'il y avait plein d'autres choses, et ça n'allait pas du tout, parce qu'il fallait tenir sur l'écran pendant 3 heures, 2 fois 1h30, avec le héros. Et le petit garçon, dont tout le monde se souvenait, l'errant avec le chien, le petit garçon, le battleur avec... Et donc, j'ai complètement dû réécrire, inventer une histoire quasiment en gardant quelques éléments de base et en me souvenant aussi d'une phrase de Hitchcock, parce que j'étais très cinéphile, travaillé dans des revues de cinéma, etc., qui était « plus réussi les méchants, meilleur le film », disait Hitchcock. Et donc j'ai créé des méchants qui poursuivent pour absolument essayer de prendre le petit garçon, le tuer pour des questions d'héritage. Donc j'ai essayé de meubler, de densifier, de rendre plus dramatique le film, et bien m'en a pris parce que le film a été un énorme succès. Hein. C'est une des rares fois où Antenne 2 a pulvérisé TF1 sur l'audimat, si bien que le film est passé, repassé sur partout. Non seulement en France, bien entendu, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada, partout, en Espagne. Ça a été un énorme succès. Oui, et le jeune comédien, c'était Jules Citruc, que vous aviez trouvé, qui a débuté, et Gérard Jugnot l'a repéré et l'a engagé l'année suivante dans son film Monsieur Batignolles. Oh, je me souviens très bien, parce qu'on cherchait un personnage pour faire le Rémi, le héros. Et on avait regardé avec Jean-Daniel Verhaeghe, on visionnait, et on tombe sur ce petit garçon qui devait être l'ami de Rémi. Et on le trouve tellement formidable, Verhaeghe et moi, que je lui dis, mais au fond, c'est lui qui devrait jouer le rôle de Rémi. Et Jean-Daniel Verhaeghe, qui décidait, qui était le metteur en scène, pas moi, bien sûr, a été entièrement de cet avis. Et on l'a engagé, il était inconnu. Mais il était tellement émouvant, spontané, une sorte d'ingénuité innocente, que voilà, il a fait pas mal de carrière, dont avec Gérard Jugnot, en effet, après. Oui, il a tourné même un film en Angleterre, il fait beaucoup de doublage. Et vous avez récidivé avec une version aussi très particulière de Robinson Crusoe. Alors, oui,
C'était toujours les producteurs, ouais. C'était chez MT Productions, la grosse maison de production, Guérin. Voilà, avec Jean-Pierre Guérin, et comme on dit en sport, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc avec le producteur Jean-Pierre Guérin, avec Pierre Richard, avec moi pour l'écriture, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre. Et finalement est arrivée l'idée de Robinson Crusoe. Alors là, ça a été un peu compliqué parce que... Bon, enfin, peu importe. Mais Jean-Daniel Verhaeghe avait dit qu'il le ferait, puis il y avait un peu des tiraillements, on n'était pas d'accord avec lui. Finalement, j'ai écrit le scénario, il a été tourné. Au dernier moment, un autre metteur en scène est venu. Ils ont tourné en partie à Cuba. Alors c'était complètement dingue parce qu'ils tournaient à Cuba les extérieurs, dans soi-disant une île, et puis l'intérieur de la grotte où habitait d'abord, c'était tourné au Canada, qui était coproducteur. Donc les rapports comme ça de champ contre champ, la grotte c'était entre le Canada et Cuba. Voilà. Et puis il y a eu, je crois qu'il s'est cassé quelque chose. Jean-Pierre, Pierre Richard. Il a fallu. J'étais à Paris, je réécrivais le scénario peut-être du jour au lendemain, quoi, pour écrire des scènes. C'était assez amusant. Je pense qu'il était un peu moins bien réussi parce qu'à cause de tous ces aléas du tournage, mais c'était quand même une belle expérience et un beau succès aussi. Oui, et puis Pierre Richard, qu'on n'a pas vu à l'époque dans ce genre de rôle, il avait fait bien sûr d'autres films. Vous savez qu'il a commencé dans les cabarets avec Victor Lanoux. Il faisait des sketchs notamment, il faisait du golf sans canne, il faisait celui qui se noyait avec la mer démontée. C'est un véritable mime, Pierre Richard. Ah oui. Oui, c'est un mime, et même si lui n'a pas travaillé au scénario, il n'a pas écrit, mais je me souviens que quand j'écrivais au fur et à mesure en la maison de production, j'arrivais chaque semaine avec, 3-4 séquences, et il les lisait, et il mimait la scène, et en les mimant, des idées lui arrivaient, et à mesure que les idées arrivaient, je disais ça c'est très bon, ou on disait c'est très bon, et je réécrivais, non pas avec ce qu'il avait écrit lui-même, il n'avait pas écrit, mais avec des idées de situation grâce à cette souplesse expressive exceptionnelle qu'il avait, et ça a été un très bon souvenir, ces deux films à ce sujet. Alors ça c'est la partie cinéma, il y en a une autre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 12 mars 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Vitoux. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Vitoux. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau roman, La mort du procureur impérial chez Grasset. On en revient à votre parcours assez étonnant puisque vous avez commencé avec Céline, vous avez continué avec Pierre Richard et Sans famille, avec le cinéma. Et puis, si j'ai choisi le 12 mars 2009, c'est par rapport à celui dont vous allez reconnaître la voix. C'est vrai qu'on m'avait fait ce petit honneur d'en parler. J'étais encore... Ce jour-là, vous recevez Jean-Loup Dabadi à l'Académie française, car il est académicien. Et il m'a dit un jour d'ailleurs que le jour où il a appris qu'il était académicien, il était dans sa piscine, il sautait dans la piscine de joie, car il avait été élu. Et c'est vous qui êtes chargé d'accueillir. Je me souviens très bien de Jean-Loup, qui est devenu un ami très proche. En fait, tout avait commencé, je me souviens, c'était un soir... J'allais voir Félicien Marceau, qui est un de mes confrères de l'Académie, illustre, plus âgé que moi, qui était fatigué, qui ne pouvait plus se déplacer. J'allais souvent lui rendre visite parce qu'il était trop isolé. Et un jour, Félicien me dit « Mais Frédéric, qu'est-ce que vous pensez? Ce serait bien s'il y a quelqu'un comme Dabadi à l'Académie française ?» Je lui dis « C'est une idée formidable. » C'est tout à fait ça, parce que c'est un homme qui, après tout, a toujours vécu de sa plume. Des sketchs, des paroles de chansons parmi les plus belles de son temps, des scénarios, des adaptations théâtrales, tout. Il n'a pas écrit, à part 2 livres de jeunesse, pas des romans proprement dit, à part quelques essais très jeunes, mais ce serait une très bonne idée. Il m'a dit, je vais l'appeler pour lui poser la question. Je lui dis, je pense que ça pourrait marcher, mais il faut tâter le terrain d'abord. Mais il m'a dit, on va l'appeler. Et puis il était trop fatigué, il n'arrivait pas à trouver les notes, à faire composer sur son clavier, de son appareil de téléphone, Félicien. Et donc j'appelle pour lui, avec lui à côté. Et je tombe sur son répondeur et j'ai dit, bonjour, je me présente, je suis avec Félicien Marceau et nous pensons que ce serait peut-être une bonne idée. Est-ce que vous seriez éventuellement intéressé par l'Académie française? Et puis je lui laisse mon numéro de téléphone. Félicien habitait le Neuilly, moi j'habitais à l'autre bout de Paris, dans l'île Saint-Louis. Donc, et à peine rentré, je vois ma femme au téléphone. Qui était-ce au téléphone? C'était Jean-Loup, qui avait déjà rappelé. Et on s'est rencontrés. J'ai essayé pour voir s'il y avait vraiment une chance, parce que je voulais pas l'envoyer, comme on dit familièrement, au casse-pipe.
Et oui, les planètes étaient bonnes, la conjoncture était bonne. Et j'ai aidé sa candidature en le présentant à des académiciens pour qu'il y ait un contact, pour expliquer le sens de cette candidature. Ça s'est très très bien passé. Et tout naturellement, évidemment, quand il a été élu, Hélène Carré-Dancos, et puis avec l'accord bien entendu de Jean-Loup, c'est moi qui l'ai reçu sous la coupole. Et pour lui, c'était une joie incroyable d'être à l'Académie française, parce qu'au fond, il a eu beaucoup de consécration, mais d'un seul coup, d'être reconnu, je dirais, parmi ses pairs, les écrivains, les intellectuels, les professeurs au Collège de France, je ne sais pas. Et d'un seul coup, il se sentait aussi reconnu, je dirais, parmi les intellectuels ou les grands écrivains, alors que lui était dans un domaine de battleur, si je puis dire, mais dans le meilleur sens du terme. Et ça a été pour lui une grande, grande joie. Et voilà, et on est devenus inséparables depuis. Voilà. Il se trouve en plus que vous débutez ce discours de réception en évoquant un saltimbanque à l'Académie, ce qui n'est pas si fréquent, Frédéric Vitoux. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il était tellement complexé, Jean-Loup, peur d'être abaissé, en quelque sorte, que le mot lui plaisait qu'à moitié. Mais je lui dis, mais non, pas du tout. Au contraire, c'est noble. Après, c'est formidable. Et puis après, je rehaussais, si je puis dire, le saltimbanque, c'est au fond, au sens littéral du terme, celui qui saute sur l'estrade pour faire son numéro. Hein. Et voilà, et tout s'est bien passé. Et en effet, je savais qu'aux yeux de certains, il pouvait paraître comme un saltimbanque. Il me racontait avec beaucoup d'humour que le jour où il avait rencontré dans les visites académiques Valéry Giscard d'Estaing, qui lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors il racontait qu'il avait travaillé avec Claude Sautet, avec Yves Robert. Alors Giscard disait, oui, mais qu'est-ce que vous avez écrit? Il dit, j'ai écrit des chansons pour Michel Polnareff, pour Serge Reggiani. Oui, mais qu'est-ce que vous avez écrit? Il ne n'arrivait pas à comprendre, Giscard, jusqu'au moment où il a prononcé le mot d'Isabelle Adjani. Et là, Giscard, transfiguré, parlez-moi d'Isabelle Adjani. Et j'ai tout lieu de croire que Giscard a soutenu Jean-Loup Dabadi, peut-être à cause de son intimité avec, enfin, son intimité toute pas amoureuse, mais je ne crois pas, mais avec Isabelle Adjani. Et moi, je me souviens avoir été contacté pour l'adaptation de son roman Le Passage à la télévision, dont je le rencontre. On fait quelques séances de travail qui n'ont pas abouti. Un moment, il me dit, vous savez, j'ai une idée, je voudrais jouer le rôle de garde-chasse, j'ai le costume adéquat. Donc finalement, il aurait pu être l'inverse de Reagan si ce téléfilm avait été fait. Oui. Alors, vous évoquez aussi le cinéma, puisque vous le connaissez bien, et notamment César et Rosalie, qui est un film très particulier, parce que, en fait, Claude Sautet l'a écrit en 64, et pendant 8 ans, personne n'en a voulu. Oui. Bah oui, je suis heureux que vous prononciez le mot de Claude Sautet, car c'était aussi un ami assez proche. J'avais une grande tendresse et une grande admiration pour Claude. Et c'était un sujet difficile, mais un sujet intéressant. Je ne veux pas vous parler trop de cinéma, mais sur le thème de deux hommes amoureux de la même femme qui aiment les deux et qui hésitent entre les deux, il y avait eu plusieurs films qui avaient été faits. Il y avait Jules et Jim d'abord, hein, et puis un autre film qui s'appelait, un film de Lubitsch, qui s'appelait Design for Living, Sérénade à trois, qui était formidable, avec Gary Cooper, Frédéric March et l'actrice Carole Lombard, je crois. Oui. Et sur ce thème, alors celui qui allait le plus loin quand même, c'est Lubitsch, parce qu'à la fin, la femme ne sait pas comment choisir. Elle se marie avec un troisième, les autres l'arrachent du mariage et elles partent en taxi. Ils sont tous les trois dans l'arrière du taxi. Il y a l'actrice qui est là, puis qui enlace les deux hommes. Elle dit, bon, réconcilions-nous, mais alors nos sexes. Et tout le monde éclate de rire. Et le film se termine sur l'éclat de rire. Alors que, voilà, alors que la fin est plus compliquée de César et Rosalie. Le fameux regard de Romy Schneider. Il se trouve aussi que finalement la place de Dabadi à l'Académie se justifie par son amour de la langue française. Il raturait avec des stylos de couleurs différentes chacun de ses textes. Et c'est vrai que votre point commun, c'est la défense de la langue française qui est très importante pour vous, Frédéric Vitoux. Oui, c'est pour ce que vous dites sur Jean-Loup, et c'était un styliste, un perfectionniste incroyable. Moi, ça me passionne, en effet, parce que, voilà, un écrivain, il s'intéresse à la langue comme un peintre aux couleurs, je ne sais pas.
C'est pour ça aussi que j'avais été nommé par le biais de l'Académie, mais enfin, ça n'a rien à voir avec l'Académie, comme président de la commission d'enrichissement de la langue française, qui dépend du Premier ministre. Et qui consiste à vérifier qu'un mot peut être admis dans la langue française. C'est-à-dire, l'enrichissement de la langue française, ça veut dire c'est un mot qui consiste à trouver les mots nouveaux correspondant à toutes les avancées du savoir dans tous les domaines, scientifiques, culturels, les arts, le sport, tout ce que vous voulez. Comment on va traduire fake news en français, par exemple. Oui, voyez. Il y a du boulot. Et alors, oui, bon, on a beaucoup travaillé. J'ai réussi à imposer un mot qui est quand même pas mal ce qui est passé, c'est le mot infox. Oui. Maintenant, il y a une grande chaîne de télévision qui a une rubrique Info Infox pratiquement chaque jour à la télévision, ou bien comment traduire cold case, vous voyez, des choses comme ça, affaire gelée ou affaire dormante selon les cas. Donc, et c'est vraiment passionnant quand on s'intéresse à la langue, non seulement de trouver les meilleures définitions possibles dans le dictionnaire de l'Académie, dans la 9e édition que nous venons de terminer, mais aussi que une langue est vivante si elle dit le monde d'aujourd'hui. Une langue morte, c'est celle qui peut pas dire en latin, on peut pas traduire en latin une équation ou parler de la mécanique quantique. Vous voyez, alors que la langue française est vivante parce qu'on enrichit la langue avec les mots nouveaux correspondant à toutes les avancées de la connaissance. Alors, il se trouve que ce dictionnaire de l'Académie est une tradition, sauf qu'aujourd'hui, il est disponible sur Internet. C'est quand même un progrès technologique. Alors c'est un progrès plus que technologique parce que jusqu'à présent, le dictionnaire de la langue française, c'était un peu, comment dirais-je, le maître étalon de la langue, mais personne n'en avait l'usage, ou très peu de gens qui achetaient les dictionnaires d'Académie. D'un seul coup, là maintenant, on peut le télécharger gratuitement sur son portable, et non seulement on a la 9e édition, mais on a aussi en ligne toutes les 8 premières éditions depuis la fin du XVIIe siècle. Si vous prenez, par exemple, et le tapez sur le mot « femme », vous avez une définition aujourd'hui très, très scientifique, rigoureuse, biologique de la femme, et vous tapez sur la première édition fin du XVIIe, vous cherchez femme, premier mot, femelle de l'homme. Vous voyez, donc il y a quand même du chemin qui a été parcouru, heureusement d'ailleurs, depuis la fin du XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un outil de travail prodigieux qui a maintenant des milliers, des dizaines de milliers de connexions quotidiennes dans le monde entier. Et c'est le seul grand dictionnaire d'usage, gratuit naturellement, et disponible de manière assez... C'était vraiment je crois que c'est une révolution, cette 9e édition numérisée et disponible par une application sur tous les portables. Ce qui est formidable aussi, c'est l'intérêt, la passion que vous avez pour la langue française, parce qu'il y a des mots d'aujourd'hui que les jeunes emploient, wesh, je te kiffe, etc. Faites bien attention parce qu'il y a la mode et il y a la durée. Alors, c'est toujours la grande question des dictionnaires d'usage importants, c'est qu'on doit épouser, bien sûr, la langue évolue, sinon il n'y aurait pas eu 9 éditions depuis la fin du XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des mots qui sont des mots, je dirais, qui vont, des mots de mode ou des mots d'argot, de la jeunesse ou de ce que vous voulez, qui vont tenir 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais qui n'ont pas vocation à tenir. Il y a des mots d'argot qui vont tenir. Si vous voulez, après la Première Guerre mondiale, un mot d'argot des tranchées, c'est le mot pinard. L'Académie l'a mis dans sa 8e édition. Les autres dictionnaires disent « Oh, ça ne va pas tenir, c'est un mot de l'argot des tranchées pour dire le vin. » Non. On a dit « Non, je pense qu'il va tenir. » Et il a tenu. Donc, on peut se tromper. Mais maintenant, la grande avancée de cette 9e édition, c'est de dire... Si on a un doute, peut-être mettons-le. De toute façon, avec la souplesse de l'Internet, on peut jouer de manière beaucoup plus souple. Mais ne tombons pas dans le piège des petits mots branchés. Par exemple, bon, il y a eu, à un moment donné, je crois que c'est un peu en recul, me semble-t-il, chez les jeunes, non pas d'invention lexicale, comme on l'aime dans l'argot ou quand c'est des inventions, mais un truc qui était le verlan. Bon, maintenant le verlan est un peu tombé. On n'allait pas mettre meuf dans le dictionnaire. Meuf, c'est le verlan de femme qui contient le mot femme. Ça n'a aucun sens. Surtout que le verlan, c'est Auguste Breton dans ses romans qui était le premier à l'introduire avec du rififi chez les hommes. Par exemple, bien sûr. Alors il y a aussi l'appauvrissement de la langue française et ça on le voit dans les écoles et à la télévision et ça c'est aussi l'un de vos combats, Frédéric Vitoux. Moi, c'est pas le combat que je peux mener directement, parce que l'appauvrissement de la langue française, qui est en effet désolant. Ce qui est désolant, d'abord, c'est la grammaire qui est malmenée, massacrée, et pas seulement dans les écoles, mais même dans les pouvoirs institutionnels. Sorbonne Université, ça m'énerve, c'est l'université de la Sorbonne.
l'aéroport de Metz, au lieu de l'appeler l'aéroport de Metz, c'est Lorraine Airport. Enfin, c'est quand même délirant. Mais en effet, le drame aujourd'hui, c'est l'appauvrissement de la langue, donc l'appauvrissement de la pensée, donc l'appauvrissement de tout ce qui nous permet de nuancer la réalité. Si on dit en effet je kiffe pour dire j'aime, mais qu'on oublie je t'aime, je t'apprécie, je l'attendrai, toutes les possibilités infiniment subtiles de la langue, c'est absolument désolant. Donc effectivement, il faut se battre pour enrichir la langue. Récemment, mais il y a quelques jours, un professeur de mathématiques m'avait dit, j'étais désolé parce que j'avais demandé pour un devoir, puis vous écrirez dans la marge ceci. Personne ne connaissait le mot marge. Oui, je vous promets. C'est fou. C'est fou. Ah, mais c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant. Donc, il y a vraiment un gros problème. Alors, pour ça, c'est évidemment un problème d'éducation et aussi évidemment, le problème de la lecture. C'est que moins on lit de livres, moins on s'enrichit avec des mots qui apparaissent qu'on ne connaît pas forcément, et moins aussi, incidemment d'ailleurs, on apprend l'orthographe, puisqu'on voit quand on lit des... Parce que je ne suis pas sûr que dans les écrans, l'image d'un texte soit un texte. C'est autre chose. Tout à fait. Eh ben, les livres, justement, on va en conseiller un immédiatement à celles et ceux qui nous écoutent, et on va l'évoquer dans quelques instants à travers la date de sa sortie, le 2 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Vitou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Vitou. On a évoqué votre parcours, votre passion pour le cinéma, votre parcours d'écrivain, d'académicien. Et un nouveau roman est sorti le 2 avril 2025, La mort du procureur impérial chez Grasset. Et ce livre s'est inspiré d'une histoire vraie qui a touché les médias il y a vraiment très longtemps. Je crois que la mort du procureur impérial, c'est en fait un crime qui s'était passé en mars 1817, donc 2 ans après la Restauration, le retour des Bourbons sur le trône après l'Empire, après Napoléon. Et ce crime a été probablement pour la première fois un crime, on dirait aujourd'hui, totalement médiatisé et devenant un événement non seulement à Rodez, où le crime s'était passé, mais dans l'Aveyron, et même en France, et même au-delà de la France, dans l'Europe entière. Pour la première fois, il y a non seulement la presse écrite, mais aussi il y a eu des estampes, il y a eu des gravures, des dessins, il y a eu des chansons populaires qui ont été créées, même des petites pièces de théâtre qui ont été créées. Ça a été un crime qui a frappé les imaginations et inspiré aussi beaucoup de textes et de représentations dans tous les sens. Donc ça, c'est ça qui m'avait frappé, plus un angle. Vous savez, quand on fait de la presse, vous le savez aussi bien que moi, même sinon plus que moi, Jacques Pessis, quand on y a un sujet, on dit mais quel angle on va prendre ? Comment on va aborder ce sujet ? Et sur ce crime célébrissime, j'ai pensé qu'il y avait une bonne approche qui n'avait jamais été tentée sur ce crime qui avait fait couler tant d'encre. C'était un homme qui s'appelait Henri de Latouche. Alors, ce crime d'abord, il faut savoir que ce procureur impérial, donc dévoué à Bonaparte, avait notamment défendu Charlotte Corday, entre autres, et puis il a été assassiné, sans doute une vengeance, on n'a jamais su, parce qu'il était bonapartiste après le départ de Napoléon. Alors, il y a eu toutes les rumeurs possibles. Curieusement, c'est un crime. On a retrouvé le corps de cet ancien magistrat, en effet impérial, qui dérivait le long de l'Aveyron, au pied de la ville de Rodez, et dans des conditions très mystérieuses, sans vraiment de témoins. Et la rumeur s'est emparée de l'affaire. Et l'une des rumeurs principales, c'était un règlement de compte des royalistes contre un ancien procureur qui s'était illustré sous l'Empire et aussi sous la Révolution. Bien, mais rien n'est apparu. Mais cette rumeur empoisonnait le pouvoir public. Hein. Et donc, il y a eu peu à peu des rumeurs qu'on désignait des hommes de mauvaise vie dans une maison qui s'appelle la maison bancale, c'est ce qui ne s'invente pas, où on pense que le crime aurait été commis, avec un imaginaire qui se développe. On a égorgé le malheureux procureur dans la salle principale de cette fameuse maison. Le sang ruisselait, il tombait dans un bassin. Les cochons buvaient le sang pour évacuer les traces trop visibles du crime. Et puis, la rumeur publique a désigné 2 hommes qui étaient plus ou moins apparentés
à Fualdès, qui étaient des notables, eux. L'un qui s'appelait Bastide et l'autre s'appelait Josion. Et au fond, quand l'enquête a été faite, elle l'a dit, même ça a été dit par les magistrats instructeurs, on a suivi l'opinion publique. Voilà. L'enquête a été bâclée, on n'a jamais su finalement qui était l'assassin de Joseph Fualdès. Et on a décapité presque des innocents. Exactement. Alors voilà, donc il n'y avait pas de trace. On a arrêté les 2 notables, on a arrêté quelques personnes, des contrebandiers, des gens assez douteux qui étaient liés plus ou moins à cette fameuse maison Bocal. Des témoins par milliers qui n'avaient rien vu. On a vu un tel qui me dit qu'il y a vu un tel, qui a vu un tel. Mais rien, jusqu'au jour apparaît une femme qui va devenir, au fond, l'héroïne de cette affaire. C'est une femme qui est la fille elle-même d'un procureur de la Restauration, un procureur afféodé à Louis XVIII, et qui va prétendre, parce qu'elle est manifestement un peu mythomane, avide de publicité. Cliniquement, on dirait que c'est une personnalité histrionique, donc quasiment une hystérique, quoi. Elle va dire qu'elle était là. Et du coup, ça va être le témoin miraculeux et au moment du premier procès qui a lieu à Rodez très vite. Le crime a lieu en mars et le jugement a lieu en août, en l'été, à Rodez. Même le président du tribunal lui dit « Madame, vous êtes l'ange de la Providence chargé d'éclairer ce mystère horrible. » Donc il reconnaît implicitement qu'elle seule, prétendant être dans la maison, pourrait en effet désigner de manière irréfutable et décisive les coupables. Et puis comme c'est une hystérique qui n'a sans doute rien vu, qui n'a jamais été là, elle tombe évanouie. Mais elle devient la star du procès. Et d'autant plus que ce roman, quand on lit ce roman, on se rend compte que finalement, cette histoire, ça a été la base de ce qui est aujourd'hui l'information en continu à la télévision, Frédéric Vitoux. Exactement. Alors ce fameux Henri de Latouche dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un homme qui a une double caractéristique, c'est un écrivain, c'est un journaliste, il est libéral, donc plutôt hostile à la Restauration, et il comprend qu'il y a un sujet formidable. Il pense peut-être que c'est une affaire contre les royalistes, en quelque sorte, contre le régime en place. Et donc, il va s'y intéresser de près. Comme Géricault, le grand peintre Géricault, pense que c'est une affaire aussi qui va incriminer le pouvoir en place et imagine qu'il pourrait faire un grand tableau là-dessus. Finalement, il va y renoncer. Et comme rien n'apparaît de manière tangible qui incriminerait des royalistes et laisserait de côté la rumeur publique, Latouche a une idée très simple, formidable. Il dit, mais voilà, je vais publier en fascicule à Paris, au moment du procès, avec peut-être à peine une semaine de retard, l'intégralité du procès. L'intégralité. Enfin, un peu remontée pour remis en scène, mais c'est-à-dire à raison de 3-4 livraisons par semaine, c'est comme l'information en continu d'un procès qui est filmé en direct. Sauf qu'il est filmé, qu'il est donné à lire avec 4 jours. Et ces fascicules où pour la première fois, les Parisiens, et partant la France un peu plus tard, va suivre quasiment en direct l'intégralité du procès, où on est dans la plus grande confusion. Et là, ce Latouche est fasciné par cette femme. Et comme lui, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle déterminant par la suite dans l'invention de la sensibilité romantique, il dit non seulement, il ne signe pas, c'est un homme de l'ombre, ce Henri de Latouche, c'est un homme de l'ombre, jamais il n'apparaît, ou alors sous des pseudonymes, ou pas, voilà. Et il dit, je vais aller à Rodez, je vais rencontrer cette femme, après le premier procès, parce qu'à force de dire oui et non, agacé, le pouvoir public l'ont arrêté, l'ont mis en prison pour dire, bon, allez, maintenant, vous allez dire la vérité, dites que vous y êtes, bon, en gros. Et il va la voir, il va s'entretenir avec elle, il va écrire ses mémoires, qu'elle signe, mais qu'il écrit en fait de facto, et il va faire de cette femme, c'est ça qui est très important, la première grande héroïne romantique française, dans l'esprit de ce qu'on appelait le roman gothique, vous savez, les romans anglais de la fin du XVIIIe siècle, où il y a des héroïnes qui sont malmenées, emprisonnées, des ruines, des personnages diaboliques qui rôdent dans l'ombre, toute une sorte de fantastique sociale et tragique. Et il va publier ses mémoires, et là, le succès incroyable. Édition, réimpression, traduction en Russie, en Italie, en Angleterre, partout. Même Louis XVIII,
quand le préfet de l'Aveyron va le voir, il lui dit, alors cette fameuse femme, elle s'appelle Clarisse Manzon. Alors, elle était dans la maison bancale, oui ou non? Et là, Louis XVIII ne parle pas comme un homme d'État qui veut s'assurer qu'on règle le problème. Non, il est comme une midinette. Oui, mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme ensuite a dit qu'elle avait menti sur tout ça. Bien sûr. Alors bien sûr. Alors le livre connaît un tel succès que le procès est annulé pour des vices de forme. Hein. Donc on va rejuger, mais là en le dépaysant, comme on dirait aujourd'hui, à Albi. Et là, le pouvoir public dit à cette femme, Madame Manzon, Clarisse Manzon, maintenant vous allez dire que vous aviez bien vu que les criminels, ce sont eux. Sinon, vous resterez en prison, et si on vous libère un jour, vous ne reverrez jamais votre fils. Donc on lui fait, parce qu'elle a eu un fils d'un mariage où les époux étaient séparés. Donc elle cède, évidemment elle cède. Plus ou moins, parce que comme en même temps elle ment, parfois, elle a à nouveau des crises d'évanouissement, mais elle est complètement mythomane. Pour expliquer ça, elle s'écrit à elle-même de fausses lettres de menaces de mort, que c'est elle qui l'écrit contre elle et qu'elle fait semblant de découvrir par hasard. Enfin, c'est une femme complètement... et naturellement, elle va donc, en quelque sorte, désavouer totalement ses mémoires où elle disait en substance qu'elle était innocente. Et en effet, après le deuxième procès, 3 innocents vont périr sous la guillotine. Voilà. Et elle a inventé aussi le faux roman, la fausse biographie. Exactement, elle a tout inventé. Et ce qui est très étonnant, c'est que tous ceux qui ont été plus ou moins à charge, tous se sont désavoués sur leur lit de mort. Par exemple, pour le deuxième procès, il y avait un brave garçon apprenti meunier qui pêchait dans l'Aveyron la nuit du crime, qui n'avait jamais témoigné de quoi que ce soit au premier procès, mais qui est découvert par l'accusation. Et on lui dit, mais vous avez vu le cortège des assassins qui descendaient le cadavre? Alors, dites que vous l'avez vu. Et il dit, oui, je l'ai vu parce que, en étant témoin à charge, on va lui payer le voyage de Rodez à Albi. Ce garçon qui n'a jamais voyagé de sa vie, ce grand voyage qui consiste à aller de Rodez à Albi aux frais de la princesse ou aux frais du roi, pour témoigner là, il va dire n'importe quoi en disant oui, je l'ai vu le cortège des assassins, oui, je les ai reconnus dans la nuit noire, oui, tout ce que vous voulez. Et naturellement, quelques années plus tard, il va se confesser en disant je n'ai rien vu, c'était uniquement pour faire le voyage de Rodez à Albi. Alors, on est dans un déni de justice hallucinant où le pouvoir, je ne sais pas si le pouvoir veut couvrir sciemment des assassins royalistes, mais je crois qu'il veut en finir une fois pour toutes avec cette affaire qui empoisonne l'opinion publique. Et donc, en exécutant des condamnés qui n'ont rien à voir avec la politique et rien à voir avec le royalisme ou pas, on règle, soi-disant, le problème. Il n'empêche que ce crime va empoisonner tout le 19e siècle. Alors, il se trouve aussi que vous en profitez pour évoquer le parcours d'Henri de Latouche qu'on a un peu oublié, et notamment Balzac, puisque sans de Latouche, il n'y aurait peut-être pas eu Balzac. Vous avez tout à fait raison. Dans un premier temps, juste après le procès, à peine le procès fini, il tombe sur des manuscrits que lui donne un libraire. C'est des poèmes qui sont bon achetés et que le libraire dit jeter un coup d'œil dessus. C'est les 2 frères survivants d'une fratrie de 4 enfants qui voudraient savoir quoi en faire. À mon avis, rien, dit le libraire. Il regarde, il dit mais c'est formidable ça, mais c'est formidable. Il y a d'autres textes de lui, peut-être oui, les frères en ont quelques textes. Et il découvre un poète inconnu, André Chénier. Et Latouche va être le premier, au moment de l'affaire Valdès, 1 mois après, ou 2 mois après, à lancer la première édition des œuvres d'André Chénier. C'est une découverte qu'il a aussi un guillotiné innocent, bien entendu. Et ça va créer ce côté crépusculaire du romantisme français. Et peu de temps après, ça va continuer les découvertes. Balzac, donc justement. Balzac, justement, d'abord Alfred de Vigny. Oui. Il découvre un poète, il le signale à Vigny, il s'appelle Chatterton, et Vigny va avoir le grand succès de Chatterton. Oui, mais Balzac, il avait écrit l'art de mettre la cravate parce qu'il avait besoin d'argent, parce que ses parents ne lui donnaient pas. Et là, il tombe sur Balzac et son premier roman, Balzac lui doit beaucoup. Bien sûr. Il découvre le premier roman de Balzac, il en dit du bien, en même temps qu'il avait découvert Marceline Desbordes-Valmore, une poétesse un peu oubliée, mais peut-être que certains de vos auditeurs se souviennent de Marceline Desbordes-Valmore. Et Balzac, il va l'aider, il va mettre de l'argent, lui qui n'a pas beaucoup d'argent pour sauver son imprimerie. Et va surtout l'encourager à écrire son premier grand roman, qui sera au fond la première pierre de la condition humaine. C'est la comédie humaine, pardon. C'est Les Chouans.
Voilà. Et je pourrais en citer encore bien d'autres. Mais il y a aussi George Sand qui l'a soutenu. Évidemment. Alors George Sand, lui-même se la touche et berrichon, il est de la Châtre. Et un jour, il voit arriver une petite jeune fille, jeune femme qui est mariée, qui se séparait de son mari et qui gagne sa vie en faisant des peintures à l'aquarelle sur des abat-jours, trucs comme ça. Et lui, à l'époque, il dirige un tout petit journal de quelques centaines d'exemplaires, de lecteurs, peut-être même pas 1000, je crois pas, qui s'appelle Le Figaro. Oui. Et il lui dit, mais non, mais écoutez, écrivez. Et il l'a fait travailler d'arrache-pied. Et elle va écrire son premier roman, naturellement, il la lit, « Ah, mon enfant, comme je suis content de vous, c'est Indiana », et c'est lui qui va vraiment lancer George Sand dans la carrière des lettres. C'est dire le nombre de sujets qu'on apprend dans ce roman, La mort du procureur impérial, basé sur des histoires vraies. Merci Frédéric Vidou d'avoir écrit, je le conseille à celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est un pan de l'histoire qui mérite d'être reconnu. Merci. Et puis continuez comme ça. Eh ben, j'espère. Eh ben alors à très bientôt. L'équipe d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.